Vous êtes-vous déjà senti rejeté par un amour non partagé? Ou peut-être avez-vous l'impression que les gens ne vous valorisent pas comme vous le méritez? Nous nous retrouvons souvent piégés dans une détresse émotionnelle parce que nous accordons trop de pouvoir aux opinions et aux actions des autres. Mais il est temps de changer cela et de leur faire regretter de ne pas vous avoir suffisamment valorisé. Aujourd'hui, vous apprendrez à jouer avec leur esprit jusqu'à ce qu'ils réalisent la grosse erreur qu'ils ont commise. Tout d'abord, faisons un petit exercice pour comprendre pourquoi vous êtes si blessé. Pourquoi sa décision vous a-t-elle autant affecté? Se sentir détruit et incomplet en l'absence ou le manque de reconnaissance de la part d'une personne que vous appréciez profondément est un signe clair de dépendance émotionnelle. Cela découle de la croyance inconsciente que notre valeur et notre bonheur dépendent de la présence et de l'approbation de cette personne. Avant de rencontrer cette personne spéciale, vous étiez déjà une personne complète et autonome. Cependant, rechercher une validation externe peut conduire à une dépendance émotionnelle dans laquelle votre estime de soi est affectée par ce que pensent ou font les autres. Cette dépendance vous rend vulnérable et peut déclencher une crise d'identité, vous amenant à remettre en question votre propre valeur sans cette personne. Accepter vos émotions négatives est crucial pour la guérison. Les nier ne fera que vous stagner émotionnellement, tandis que les affronter et les traiter vous aidera à récupérer plus rapidement et en meilleure santé. En acceptant vos émotions et en réfléchissant à votre valeur inhérente, vous pouvez surmonter cette adversité et évoluer vers le bien-être émotionnel et l'authenticité. Maintenant que vous reconnaissez et acceptez que cette personne ne se soucie plus de vous, il est temps d'agir. J'ai des outils pour désespérer quelqu'un qui ne vous apprécie pas et une surprise spéciale pour les femmes. Elles apprendront à contrôler un homme d'une manière extrêmement efficace et simple. Je vais également vous montrer comment éviter d'être contrôlé si vous êtes un homme. Aujourd'hui, vous aurez tout ce dont vous avez besoin dans une seule vidéo. Installez-vous confortablement, soyez attentifs et commençons. Premièrement, valorisez-vous. Dans la recherche de sérénité émotionnelle, il est essentiel de reconnaître l'importance de se libérer du besoin de validation sentimentale. Nous avons souvent tendance à rechercher l'approbation de ceux qui ne nous valorisent pas, un cycle pernicieux qui doit être interrompu. Prenons le cas d'un ancien collègue qui, dans le but de sonder mes émotions, s'enquiert de la possibilité d'un retour. Ce comportement n'est rien d'autre qu'une manifestation de la recherche d'une confirmation sentimentale. Un tel individu a fait preuve de loyauté envers d'autres collègues plus proches du patron. Estimant qu'il pouvait y grimper et s'est montré déloyal envers moi, s'est éloigné de moi, m'a ignoré et ne m'a pas accompagné dans mes jours les plus gris. Pour moi, ce n'était plus un ami. Bien qu'il ne partage plus ma vie maintenant, en adoptant une attitude plus brusque dans la recherche de ce que je veux et de ce que j'obtiens, il se sent obligé de vérifier s'il occupe encore une place dans mon monde émotionnel. Cette attitude révèle non seulement un désir de validation, mais aussi un manque d'appréciation de l'autre. Des gens viendront qui voudront revenir après vous avoir abandonné, mais c'est là que vous montrerez que vous ne vous en souciez pas. Ces gens se demandent simplement à quel point je te manque ou ce que tu serais prête à faire pour moi. Exemple que cette recherche d'assurance consiste uniquement à rester fidèle à une personne qui ne vous est pas fidèle. Face à un ex-conjoint, il est crucial de ne pas offrir cette sécurité. L'attente selon laquelle on restera un fan fidèle même après la séparation est une hypothèse qui doit être remise en question. Au lieu de céder à la tentation de confirmer ses sentiments, il faut rester ferme sur le chemin vers l'autosuffisance émotionnelle. La véritable force réside dans la capacité à rester imperturbable face à de telles demandes et dans la recherche d'un équilibre interne qui ne dépend pas d'une validation externe. Deuxièmement, améliorez votre image physique. Le progrès dans la vie peut se manifester de diverses manières
et cet avancement peut influencer de manière significative tous les aspects de notre existence. De l'amélioration de la forme physique à l'enrichissement du cercle social, chaque avancée reflète une opportunité saisie. Pour le stoïcien, ces améliorations ne sont pas simplement externes, mais sont le signe d'un développement interne et conscient. D'un point de vue psychologique, s'améliorer physiquement peut être une forme de soin personnel et d'autonomisation personnelle qui pourrait indirectement générer des regrets chez quelqu'un qui ne vous valorisait pas à ce moment-là. Ce changement externe peut être le reflet d'une croissance interne et d'une estime de soi accrue, ce qui peut amener la personne à réévaluer sa valeur personnelle et les relations qu'elle choisit d'entretenir. Cependant, il est important de souligner que l'objectif principal de tout changement personnel doit être le bien-être et la satisfaction individuelle, et non la recherche de validation ou l'influence des émotions des autres. Le stoïcisme suggère que se concentrer sur son propre développement et construire une image de soi positive est plus bénéfique à long terme que de rechercher une approbation externe. De plus, il est essentiel de reconnaître que chaque individu est responsable de ses propres émotions et réactions, et que chacun ne peut pas contrôler la façon dont les autres se sentiront ou agiront en réponse à des changements en soi. En fin de compte, le regret est une réponse émotionnelle qui appartient à l'autre personne et ne devrait pas être au centre des actions de quelqu'un qui cherche à grandir et à s'améliorer. Par conséquent, tout changement positif devrait être le reflet d'un engagement envers l'amélioration de soi et l'intégrité personnelle, plutôt que d'une recherche de validation externe ou d'une réaction aux perceptions des autres. En fin de compte, le stoïcien se concentre sur ses propres progrès et développements, en maintenant une perspective équilibrée axée sur la vertu, sans être influencé par les fluctuations de la fortune ou l'opinion des autres. Troisièmement, profitez de votre vie de célibataire. Il n'y a pas de désir plus profond que de voir quelqu'un qui vous a laissé seul en votre absence. Peut-être que ce sentiment vous est familier, le même que celui que vous avez ressenti avec vos anciens partenaires. Offrez-leur vos meilleurs vœux tout en souhaitant secrètement qu'ils versent des larmes de ne pas vous avoir là. Cependant, il est essentiel que vous ne lui accordiez pas le plaisir de vous voir désiré. Cette attitude ne reflète que le désespoir. Avec son départ de votre vie, un vaste horizon de possibilités s'ouvre devant vous que vous avez toujours rêvé d'explorer sans avoir besoin de rechercher son approbation ou sa compagnie. Il est temps de vous lancer dans des aventures auxquelles vous n'aviez pas pensé auparavant, de vous plonger dans des festivités qui vous remplissent de joie, de vous permettre de perdre la raison de temps en temps. C'est votre opportunité de vivre pleinement, d'embrasser chaque expérience avec l'intensité qu'elle mérite. Et peut-être existe-t-il une vengeance plus douce que l'image de vous profitant pleinement de la vie pendant qu'il vous regarde de loin. Il n'y a pas de meilleure vengeance que son propre bonheur, qui devient le miroir où se reflètent les opportunités perdues de ceux qui ne marchent plus à nos côtés. Quatrièmement, essayez des choses nouvelles et passionnantes. Avez-vous déjà senti que la peinture a toujours été une passion latente en vous? Maintenant que vous naviguez dans une mer d'émotions diverses et profondes, c'est peut-être le moment idéal pour canaliser ces sentiments sur la toile. La peinture n'est pas seulement un acte de création, mais une forme de communication sans mots, où chaque coup de pinceau peut représenter un murmure ou un cri de votre âme. Étant célibataire, vous avez le luxe du temps, cette ressource insaisissable que vous pouvez désormais consacrer entièrement au perfectionnement de votre technique artistique. Passez des heures à étudier la lumière, les ombres, la composition et la palette de couleurs, et voyez comment chaque élément s'assemble pour raconter une histoire visuellement captivante. Lorsque vous êtes prêt, partagez vos créations avec le monde entier sur Internet. Les plateformes en ligne sont des scènes mondiales où l'art trouve son public et où vos chefs-d'œuvre peuvent briller.
Imaginez la satisfaction de recevoir les éloges d'étrangers et de connaissances, reconnaissant le talent que vous avez travaillé si dur pour cultiver. Ceux qui ne vous connaissaient que superficiellement pourraient commencer à voir les profondeurs de votre être et peut-être, juste peut-être, quelqu'un regrettera-t-il de ne pas avoir pleinement apprécié l'ampleur de votre esprit créatif. Cependant, il est essentiel de se rappeler que votre parcours artistique doit se faire par et pour vous. Comme le disait le philosophe Friedrich Nietzsche, l'art est la tâche la plus élevée de l'homme, la plus haute expression de sa joie, la plus haute manifestation de sa liberté. Et bien sûr, l'art n'est qu'une métaphore. Changez le mot art ou peinture pour quelque chose d'autre qui vous passionne, comme la salle de sport, faire du sport, de la gymnastique, faire du travail social, entre autres choses qui vous intéressent et vous divertissent. Laissez votre pratique artistique être un chemin vers la découverte de soi et l'expression de soi. Ne recherchez pas une validation externe, mais plutôt la satisfaction interne de savoir que vous vivez une vie authentique. Explorez votre potentiel et laissez une marque indélébile sur le monde à travers votre art. 5. Soyez gentil, mais limitez les contacts. Entretenir une relation cordiale avec quelqu'un, même après que les chemins se sont séparés, est un art qui reflète la maturité et la compréhension. Si vous rencontrez une telle personne, il est conseillé d'adopter une attitude amicale. Saluez-le chaleureusement, posez des questions sur son bien-être et partagez brièvement vos propres expériences positives. Ce comportement démontre non seulement votre croissance personnelle, mais peut aussi être un baume pour de vieilles blessures, vous permettant à tous les deux d'avancer dans votre vie dans le respect mutuel. Lors d'une interaction, il est sage de maintenir une distance émotionnelle saine. Limitez les interactions aux rencontres occasionnelles et aux conversations superficielles lors d'événements sociaux. Un salut poli suffit, puis continuez à profiter de la compagnie des autres invités. Si une anecdote amusante surgit, riez naturellement, mais sans exagérer pour attirer l'attention. Ces actions subtiles mais significatives communiquent votre bien-être et votre autonomie. Comme le disait le philosophe Friedrich Nietzsche, la maturité de l'homme, c'est d'avoir retrouvé le sérieux avec lequel il jouait lorsqu'il était enfant. L'idée selon laquelle, à mesure qu'on grandit, on doit embrasser la vie avec la même passion et la même sincérité que dans l'enfance, mais avec la sagesse et la perspective qu'offre l'expérience. En appliquant ce principe aux relations interpersonnelles, vous pouvez interagir avec les autres de manière authentique et respectueuse, en maintenant une distance émotionnelle, favorisant l'épanouissement individuel et l'harmonie collective. 6. Activez votre instinct de héros. Voulez-vous que cette personne reconnaisse la valeur que vous avez apportée à sa vie et ce qui lui manque maintenant? Laissez-moi vous offrir une perspective enrichie qui non seulement éveillera vos émotions, mais vous fera également apprécier la magnifique personne que vous laissez derrière vous. Cette action peut s'adresser principalement aux hommes, ce qui signifie que nous disposons ici d'un outil très puissant que les femmes peuvent utiliser pour contrôler la situation. Pourtant, l'homme peut l'utiliser dans l'autre sens. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, la clé est de faire appel à sa nature intrinsèque, à cet élan héroïque que chaque homme porte en lui. Ce concept, connu sous le nom d'instinct du héros, a été introduit par le célèbre expert en relations James Bauer. Elle repose sur l'idée que les hommes sont génétiquement programmés pour répondre à certains stimuli dans les relations, ce que beaucoup de femmes ignorent. En activant ces stimuli, les hommes deviennent les héros de leur propre récit, éprouvent un sens plus profond du but et de la satisfaction, aiment plus intensément et s'engagent avec plus de ferveur lorsqu'ils trouvent quelqu'un qui sait comment allumer cette étincelle héroïque. Vous vous demandez peut-être pourquoi on appelle cela l'instinct du héros? Les hommes ont-ils besoin de se sentir comme des super-héros pour s'engager véritablement envers une femme? La réponse est plus simple qu'il n'y paraît.
Vous n'avez pas besoin d'imiter les personnages de Marvel ou d'adopter le rôle d'une demoiselle en détresse pour attirer leur attention. La vérité est que ce processus ne nécessite pas de grands sacrifices ni de gestes dramatiques de votre part. Grâce à de subtils ajustements dans votre interaction avec lui, vous pourrez accéder à une facette de son être restée inexplorée. Selon Bauer, cet instinct peut être activé pour améliorer les relations amoureuses et renforcer le lien entre les couples. Pour utiliser l'instinct du héros, il est important de demander de l'aide à votre partenaire pour les petites et grandes tâches, ce qui permet aux hommes de se sentir utiles et valorisés. De plus, il est crucial d'exprimer son appréciation et sa gratitude pour leur contribution et leur protection, ce qui peut à son tour accroître votre confiance et votre lien avec la relation. Une communication ouverte et directe sur les besoins et les désirs joue également un rôle important, permettant au couple de comprendre comment il peut apporter son soutien. Permettre à son partenaire de se protéger et de prendre soin participe également à l'activation de cet instinct, car cela renforce son rôle protecteur et son désir d'engagement. Chaque homme est différent, et ce qui déclenche son instinct de héros peut varier. Il est donc important d'apprendre à connaître votre partenaire et de comprendre quelles actions spécifiques déclenchent cet instinct chez lui. L'essence de l'instinct du héros réside dans sa simplicité et consiste à communiquer les mots justes qui lui font comprendre que vous êtes la personne qu'il veut et dont il a vraiment besoin. C'est la stratégie la plus efficace pour lui faire comprendre à quel point vous lui manquez. Comme le disait le philosophe Friedrich Nietzsche, celui qui a un pourquoi vivre peut endurer presque n'importe quel comment. Dans le contexte des relations, cela signifie que lorsqu'un homme trouve la raison pour laquelle il veut s'engager, il surmontera tous les obstacles pour être avec quelqu'un de spécial. Et vous pouvez être cette raison qui l'inspire à atteindre son plein potentiel en tant que partenaire et héros dans sa propre vie. C'est une façon de vous aider à attiser cette flamme qui n'est pas encore éteinte. 7. Attiser la jalousie. Poursuivant notre plan visant à faire en sorte que ces personnes se sentent mal de ne pas vous valoriser, nous avons la stratégie classique de provoquer la jalousie. D'un point de vue psychologique, le comportement de recherche et de démonstration d'une nouvelle relation après une rupture peut être interprété comme une stratégie visant à provoquer des réactions chez l'ex-partenaire ou même chez des amis. Si vous commencez à sortir avec un nouveau groupe d'amis, vous aurez l'air heureux, complété, et vous n'aurez plus besoin de ces personnes qui ont déménagé. Vous verrez à quel point ils reviendront et se sentiront désespérés lorsque vous ne leur ouvrirez plus les portes de votre vie. Ce comportement peut être vu comme une tentative d'affirmation de soi et de capacité à aller de l'avant, ce qui pourrait entraîner des sentiments de jalousie et éventuellement des regrets chez l'ex-conjoint ou les anciens amis à l'égard de la séparation. Rechercher un nouveau partenaire avec qui sortir et s'amuser peut être une tactique pour attirer l'attention des personnes qui ne vous valorisent pas, suggérant que la perte n'a pas été si importante et que la personne est capable de trouver facilement des remplaçants. Cet acte peut être perçu comme une démonstration de force ou de domination, semblable aux comportements alpha observés dans la nature, où l'ex-partenaire est ignoré et l'accent est mis sur la nouvelle relation. La publication d'images avec un nouveau partenaire ou des amis sur les réseaux sociaux peut intensifier ces effets, car la visibilité publique de ces images peut accroître la perception de remplacement et d'avancée. Cela peut amener l'ex-partenaire à remettre en question la nouvelle relation et sa propre valeur en comparaison, ce qui pourrait déclencher un processus d'auto-réflexion et éventuellement un désir de se reconnecter. Cependant, il est important de considérer que ces tactiques peuvent avoir des interprétations et des effets différents selon la dynamique individuelle de la relation et les personnalités impliquées. De plus, ces types de stratégies peuvent ne pas être sains pour toutes les parties,
car elles peuvent encourager un cycle de comportements réactifs et d'émotions négatives au lieu d'une résolution constructive et d'une croissance personnelle après une rupture. 8. Suivre avant. L'amélioration de soi après une séparation est un voyage introspectif qui nécessite de reconnaître et d'accepter la complexité de nos émotions et de nos expériences. Laisser derrière soi une personne importante n'est pas simplement un acte d'oubli, mais un processus conscient de réévaluation de sa vie et de reconstruction de son identité individuelle. C'est un chemin progressif où chaque pas en avant est une affirmation de sa propre valeur et un refus de se définir par la présence ou l'absence de l'autre. Dans ce processus, il est naturel de chercher du réconfort dans des activités qui nous apportent du réconfort, comme se retirer dans la solitude de notre chambre, savourer des aliments réconfortants, ou se plonger dans des films qui évoquent des sentiments de sécurité et de familiarité. Ces moments d'indulgence ne doivent pas être considérés comme des faiblesses, mais comme des éléments essentiels d'un processus de guérison aussi unique que chaque individu. S'autoriser à vivre. Ces expériences sans culpabilité, c'est reconnaître que la guérison n'est pas linéaire et que chaque émotion a sa place et son temps. Aller de l'avant implique une acceptation active de la réalité actuelle et un engagement envers la croissance personnelle. Il ne s'agit pas d'effacer le passé, mais de l'intégrer dans un récit personnel plus large qui inclut à la fois les pertes et les leçons apprises. C'est un exercice d'introspection où l'on apprend à valoriser sa propre entreprise et à trouver satisfaction dans l'autonomie. Comme le disait le philosophe allemand Arthur Schopenhauer, « Le destin mélange les cartes et nous les jouons ». Cette métaphore illustre la nature aléatoire de la vie et l'importance du libre arbitre personnel pour répondre aux circonstances qui nous sont présentées. Dans le jeu de la vie, chaque décision et action prise après une perte est une opportunité de façonner l'avenir et de réaffirmer votre engagement envers vous-même et la voie de votre amélioration personnelle. 9. Aime-toi. S'il ne t'aime pas, tu sais qui devrait le faire. Toi-même. La première personne à vous choisir doit être vous. Cependant, s'aimer peut être plus difficile que simplement se dire qu'on s'aime. Se souvenir du passé qui vous hante, les actions que vous auriez aimé ne pas faire, ou les mots que vous auriez aimé ne pas dire. S'aimer soi-même nécessite d'accepter ces choses et de leur pardonner, comme si vous réconfortiez et pardonniez à un vieil ami proche. Ne continuez pas à vous punir parce que vous n'êtes pas assez bien pour lui. N'oubliez pas que s'il ne vous a pas choisi, c'est son problème. S'aimer vous rend plus fort. L'amour-propre est une odyssée psychologique qui implique une profonde connaissance de soi et une acceptation. Il ne s'agit pas simplement d'un acte d'affirmation, mais d'un processus continu d'introspection et de réconciliation avec soi-même. Les souvenirs douloureux et les actions passées peuvent devenir des chaînes qui nous lient, empêchant de progresser vers l'acceptation de soi. En nous pardonnant comme nous le ferions à un ami cher, nous nous libérons de l'autocritique destructrice et nous permettons de grandir. Pour plus de conseils comme celui-ci, abonnez-vous simplement à la chaîne et activez la cloche de notification. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de ces conseils, partagez cette vidéo pour l'aider. Vous pouvez aider la famille stoïcienne à continuer de s'agrandir en aimant la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans une prochaine intervention stoïcienne. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Vous retrouvez-vous dans une situation où quelqu'un de spécial s'éloigne et vous ignore sans avertissement. Il est naturel d'être tenté de lui donner une seconde chance, mais s'arrêter et réfléchir à 2 fois peut être la clé pour protéger votre bien-être émotionnel. Quand quelqu'un décide de quitter votre vie sans explication, c'est un signe clair que ses priorités ont changé et n'incluent probablement pas vos sentiments.
Au lieu de solliciter leur attention ou de leur donner une autre chance de vous faire du mal, il est essentiel que vous vous concentriez sur vous-même et sur ce que vous méritez vraiment. Ne pas lui donner une seconde chance n'est pas seulement un acte d'amour-propre, mais aussi un moyen de fixer des limites saines. Ce n'est pas un acte de ressentiment, mais de respect de soi. Rester ferme dans votre décision enseigne également à l'autre personne une leçon précieuse sur vos normes et vos valeurs. Parfois, les gens ne réalisent pas ce qu'ils avaient jusqu'à ce qu'ils le perdent, et en ne cédant pas facilement, vous pouvez susciter en eux une profonde réflexion. La distance et l'ignorance sont des comportements qui indiquent un manque de respect. Ne pas permettre à quelqu'un de revenir sans faire preuve d'un véritable changement et d'un véritable engagement est essentiel pour éviter des comportements néfastes à l'avenir. Votre temps et votre énergie sont précieux et doivent être investis dans des relations qui vous nourrissent et vous respectent. Avez-vous déjà vécu une trahison? Avez-vous été tenté de leur donner une autre chance dans l'espoir qu'ils se rattrapent? Si tel est le cas, vous n'êtes pas seul face à ce dilemme. Beaucoup sont confrontés à la décision difficile de pardonner et d'oublier, ou de couper les ponts et de passer à autre chose. Cependant, que penseriez-vous si je vous disais qu'il existe une troisième option pour faire face à ces situations qui ne nécessitent pas de naïveté ou de ressentiment, mais plutôt de rationalité et de vertu? Cette troisième voie s'inspire du stoïcisme, qui nous enseigne comment vivre une vie de sagesse, de courage, de maîtrise de soi et de justice. Les stoïciens enseignent que nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Nous ne pouvons pas influencer le comportement des autres, mais nous pouvons influencer le nôtre. Nous ne pouvons pas modifier le passé, mais nous pouvons influencer le présent. Nous n'avons pas de contrôle sur le résultat, mais nous avons un contrôle sur le processus. En suivant cette approche, nous pouvons atteindre la paix intérieure et le bonheur, quelles que soient les circonstances extérieures. Première leçon, maîtriser les émotions pour un jugement clair. Maîtriser l'art de ne pas laisser nos émotions obscurcir notre jugement est essentiel pour la croissance personnelle et la prise de décisions judicieuses. Les émotions sont une partie essentielle de l'expérience humaine, peignant nos vies de joie, de tristesse, de colère et de peur. Cependant, dans les situations qui nous blessent ou nous mettent au défi, nos réponses émotionnelles immédiates peuvent nous induire en erreur. Il est typique d'éprouver de la colère, de la tristesse ou un désir de vengeance lorsque quelqu'un nous fait du mal. Ces émotions, bien que valables, peuvent obscurcir notre capacité à voir les choses clairement et à agir objectivement. Agir sans réflexion sur ces sentiments peut conduire à des décisions impulsives et irrationnelles qui aggravent la situation. Les philosophes stoïciens, qui mettaient l'accent sur la maîtrise de soi, la discipline et la rationalité, offrent des conseils intemporels sur ce sujet. Épictète a conseillé « Ne laissez pas la force d'une impression lorsqu'elle vous frappe pour la première fois vous déséquilibrer. Dites simplement « Attendez un instant, laissez-moi voir qui vous êtes et ce que vous représentez, laissez-moi vous tester. » Cette affirmation nous pousse à nous arrêter et à réfléchir avant de réagir à nos émotions. Pour appliquer cette leçon, nous devons d'abord reconnaître nos émotions sans les juger. Reconnaître et accepter ce que nous ressentons est essentiel pour comprendre notre paysage émotionnel. Ensuite, il faut examiner ces émotions d'un œil critique. Sont-elles proportionnelles à la situation ou exagérées ? Est-ce qu'ils servent un objectif constructif ou sont-ils potentiellement nuisibles? Ce processus d'introspection et d'examen rationnel nous permet de réagir plus intelligemment aux situations. En comprenant la racine et la validité de nos émotions, nous pouvons décider si elles doivent guider nos actions ou si nous devons rechercher une perspective plus objective. Il est crucial de considérer la situation dans son ensemble et les conséquences à long terme de nos actions. Quels résultats espérons-nous obtenir?
quelle est la meilleure ligne de conduite qui correspond à nos valeurs et à nos objectifs. De plus, il est essentiel de développer des stratégies pour gérer les émotions intenses, comme la méditation, la respiration profonde ou l'activité physique. Rechercher le point de vue d'un ami ou d'un conseiller de confiance peut également fournir un point de vue plus objectif. L'empathie et la compréhension des émotions des autres personnes impliquées dans la situation sont également importantes pour mieux naviguer dans des dynamiques sociales complexes et trouver des solutions plus harmonieuses et efficaces. Deuxième leçon, ne confondez pas le pardon avec la réconciliation. La deuxième leçon pour naviguer dans nos relations et nos émotions est de comprendre la différence cruciale entre pardonner et se réconcilier. Cette distinction, bien que souvent floue, peut conduire à des dynamiques interpersonnelles plus saines et plus satisfaisantes. Le pardon est un processus personnel et interne, dans lequel nous abandonnons les sentiments négatifs tels que le ressentiment, la colère ou le désir de vengeance envers quelqu'un qui nous a fait du mal. Il s'agit d'accepter ce qui s'est passé pour notre propre bien-être, pas nécessairement pour celui de la personne qui nous a blessés. Le pardon est un cadeau que nous nous faisons, nous libérant du lourd fardeau de l'amertume et du ressentiment qui peuvent nuire à notre santé mentale et émotionnelle. Les stoïciens, connus pour l'importance accordée à la paix intérieure et à la pensée rationnelle, préconisaient le pardon comme moyen de maintenir la tranquillité d'esprit. Sénèque, un philosophe stoïcien, a conseillé que le meilleur remède contre la colère est de tarder. Ce conseil judicieux suggère qu'en prenant le temps de traiter nos émotions et nos réactions, nous pouvons aborder la situation avec un état d'esprit plus calme. Cependant, pardonner à quelqu'un ne signifie pas automatiquement qu'il faut se réconcilier avec cette personne. La réconciliation est un processus relationnel externe qui consiste à reconstruire la confiance et à rétablir une relation harmonieuse avec la personne qui nous a causé du tort. Ce processus est beaucoup plus complexe et nécessite des efforts et un engagement de la part des deux parties impliquées. Cela implique de l'honnêteté, de la communication, du respect mutuel et souvent de véritables excuses et un engagement à changer de la part du délinquant. Il est important de reconnaître que la réconciliation n'est pas toujours possible ou souhaitable. Dans certains cas, les dommages causés peuvent être trop importants ou la personne qui nous a blessés peut ne pas montrer de remords ou ne pas vouloir changer de comportement. Il pourrait continuer de constituer une menace pour notre bien-être ou de violer nos limites. Dans de telles situations, la réconciliation est non seulement inutile, mais elle pourrait aussi être préjudiciable. Lorsqu'on envisage la réconciliation, il est crucial d'évaluer la nature du crime et la dynamique de la relation. Le préjudice a-t-il été causé par un incident unique ou fait-il partie d'un modèle de comportement? La personne a-t-elle fait preuve de véritables remords et a-t-elle assumé la responsabilité de ses actes? Y a-t-il une chance de changement positif à l'avenir? Ce sont des questions essentielles qui peuvent guider notre processus décisionnel. Troisième leçon. Ne compromettez pas vos valeurs ou vos normes. Vivre selon des principes signifie ne pas compromettre nos valeurs ou nos normes. Les stoïciens valorisaient l'harmonie avec la vraie nature et considéraient qu'il était essentiel d'incarner des vertus telles que la sagesse, le courage, la maîtrise de soi et la justice. Ils croyaient qu'il fallait traiter les autres avec gentillesse, équité et générosité. Et ces vertus sont le fondement d'un caractère qui apporte bonheur et satisfaction. Nous sommes souvent tentés d'abaisser nos normes ou d'abandonner nos valeurs pour accommoder les autres ou éviter les conflits. Cela peut se manifester en rationalisant le comportement nuisible d'une autre personne, en trouvant des excuses pour ignorer ses défauts, en permettant ses habitudes négatives, en négligeant nos propres besoins ou même en trahissant nos propres principes. Même si ces actions peuvent sembler mineures à court terme, elles peuvent avoir de profondes implications sur notre intégrité et notre estime de soi. Les stoïciens mettaient en garde contre de tels compromis.
Marc Aurèle, un éminent philosophe stoïcien, a conseillé « N'accordez jamais d'estime à ce qui vous est avantageux et qui vous amène à manquer à votre parole ou à perdre votre estime de soi. » Ce guide nous rappelle que la boussole morale et le respect de soi sont inestimables et ne doivent pas être sacrifiés pour des gains externes ou des commodités temporaires. Compromettre nos valeurs entraîne non seulement une perte d'estime de soi, mais érode également notre caractère et notre paix intérieure. S'accrocher à nos valeurs et à nos normes est particulièrement difficile lorsque nous sommes confrontés à des personnes ou à des circonstances difficiles. Cela nécessite de la compréhension et un engagement ferme pour respecter ces principes, même face à l'adversité. Maintenir nos normes ne signifie pas être inflexible, mais plutôt trouver un équilibre entre rester ferme et être ouvert à la compréhension et à la compassion. Cette connaissance est cruciale pour naviguer dans des interactions sociales complexes et maintenir des relations saines. Défendre nos valeurs demande du courage et de la résilience. Cela peut signifier faire face à des critiques ou se sentir isolé. Mais la force intérieure et le respect de soi qui découle d'une vie fidèle à nos valeurs l'emportent sur l'inconfort temporaire. Examiner nos actions et nos décisions par rapport à nos valeurs nous aident à rester alignés sur nos principes. De plus, il est essentiel de cultiver un environnement favorable qui renforce nos valeurs, en nous entourant de personnes qui respectent et maintiennent des normes similaires. Quatrième leçon, ne vous attendez pas à ce que les gens changent. La quatrième leçon pour cultiver une approche sage et pragmatique de la vie et des relations est la compréhension que nous ne devrions pas nous attendre à ce que les gens changent. Les stoïciens, qui mettent l'accent sur la rationalité et l'acceptation de la réalité, ont souligné l'importance de voir les gens et les situations telles qu'ils sont réellement, plutôt qu'à travers le prisme de nos espoirs, désirs ou attentes. Ce principe est crucial pour maintenir le bien-être mental et émotionnel et favoriser des relations authentiques et saines. L'un des principes centraux du stoïcisme est l'acceptation de la réalité sous sa vraie forme. Cela signifie reconnaître la nature des gens tels qu'ils se présentent et non tels que nous souhaitons ou imaginons qu'ils soient. Projeter nos attentes ou nos désirs sur les autres conduit à la déception et à la frustration. Il est courant de s'attendre à ce que quelqu'un change son comportement ou ses traits de personnalité pour s'aligner sur nos préférences ou nos normes. Cependant, cette attente conduit souvent à la déception, car les gens agissent souvent selon leurs schémas et caractéristiques établis. Les stoïciens enseignaient également qu'essayer de changer les autres est un effort vain. Chacun a le libre arbitre et a le droit de prendre ses propres décisions, que nous soyons d'accord ou non avec elles. Cette reconnaissance est cruciale pour favoriser le respect et la compréhension dans nos relations. De plus, les stoïciens ont noté que nous avons un contrôle limité sur les autres et sur les résultats de nos interactions. Notre sphère de contrôle se limite principalement à nos propres actions, réactions et attitudes. À la lumière de cela, lorsque nous envisageons de donner une seconde chance à quelqu'un, il est important de le faire sans s'attendre à ce qu'il change. Si la décision de se réengager est basée sur l'espoir d'un résultat différent ou d'une personnalité transformée, elle peut conduire à de nouvelles déceptions. Au lieu de cela, la décision doit être basée sur l'acceptation de la personne telle qu'elle est, en reconnaissant que tout changement est un bonus et non une donnée. Il est également essentiel de faire la distinction entre les changements qui se produisent dans les limites des capacités de la personne et les aspects fondamentaux de son caractère ou de ses valeurs. Les gens peuvent modifier certains comportements ou habitudes, mais les traits de personnalité fondamentaux et les croyances profondément ancrées sont moins susceptibles d'être modifiés. Cette distinction permet de définir des attentes réalistes dans nos relations, en reconnaissant que les gens changent à leur propre rythme et selon leurs propres conditions. D'un autre côté,
Les changements forcés ou apportés pour répondre aux attentes d'une autre personne sont souvent superficiels et temporaires. Lorsque nous traitons avec les autres, il est bénéfique de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres réactions, choix et limites. Fixer des limites claires et communiquer nos attentes de manière transparente peut créer une dynamique plus saine dans nos interactions, nous permettant d'établir des relations authentiques avec les autres et de maintenir notre propre bien-être. De plus, être prêt à réévaluer et ajuster nos relations en fonction de la réalité de la situation est un signe de maturité émotionnelle et de sagesse. Parfois, cela peut impliquer de réduire les contacts ou de mettre fin à une relation si celle-ci porte constamment atteinte à notre bien-être ou viole nos valeurs. Leçon 5. N'ayez pas peur de dire non. La 5e leçon essentielle pour vivre une vie d'intégrité et d'équilibre personnel tourne autour de l'importance de ne pas avoir peur de dire non. Les stoïciens, qui prônaient l'autonomie, l'indépendance et le fait de vivre selon sa propre raison et son propre jugement, valorisaient également la simplicité et la modération. Ils croyaient en l'importance de se contenter de ce que nous avons au lieu de regretter ce qui nous manque. Face à la décision de donner une seconde chance à quelqu'un, beaucoup d'entre nous peuvent avoir du mal à dire non. Cette réticence peut être due à plusieurs peurs. Peur de perdre la personne ou la relation, peur de la solitude ou du rejet, peur de passer à côté de quelque chose, peur de paraître cruel, dur ou impitoyable. Ces peurs peuvent être puissantes et influencer nos processus de prise de décision, nous éloignant de ce que nous croyons vraiment être le mieux pour nous. Épictète, un éminent philosophe stoïcien, a déclaré « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui dérangent les gens, mais les jugements qu'ils portent à leur sujet. » Cette perspective nous encourage à examiner nos croyances et nos jugements sous-jacents, pour gagner en clarté et prendre des décisions basées sur nos véritables valeurs et raisonnements, plutôt que de nous laisser influencer par des émotions passagères ou des opinions extérieures. Affirmer nos limites et nos préférences est un aspect crucial du maintien de notre autonomie et de notre respect de soi. Dire non lorsque cela correspond à nos valeurs et à notre jugement n'est pas seulement un exercice de soin personnel, mais aussi d'honnêteté et d'intégrité. Reconnaître et honorer nos besoins, nos limites et nos aspirations signifie donner la priorité à notre bien-être et à notre tranquillité d'esprit plutôt qu'à la désapprobation ou à la déception potentielle des autres. De plus, dire non peut être un acte de gentillesse envers nous-mêmes et envers les autres, car cela nous empêche d'entrer dans des relations ou des situations sans enthousiasme ou de ressentiment, et nous permet d'investir notre temps et notre énergie dans ce qui compte vraiment pour nous et qui nous correspond. Le but de notre vie. S'entraîner à dire non, c'est aussi développer une résilience émotionnelle. Cela nécessite le courage d'affronter d'éventuelles réactions négatives et la force de rester fidèle à nos convictions. Construire cette résilience peut être un processus graduel qui implique une réflexion personnelle, l'apprentissage de ses expériences et peut-être la recherche de conseils auprès de mentors ou de conseillers. De plus, il est bénéfique de développer des compétences de communication claires pour transmettre notre décision de dire non d'une manière claire, respectueuse et empathique, ce qui peut réduire les malentendus et favoriser le respect mutuel. Leçon 6. N'oubliez pas les leçons du passé. L'importance de ne pas oublier les leçons du passé est une leçon fondamentale que les stoïciens considéraient comme cruciale. Pour eux, l'histoire était un enseignant précieux, offrant un aperçu non seulement de notre expérience personnelle, mais aussi de l'expérience collective de l'humanité. Ils pensaient que comprendre l'histoire et ses schémas pouvait nous aider à prendre des décisions plus judicieuses dans le présent. Selon le stoïcisme, l'histoire évolue souvent selon des cycles, avec des événements et des situations similaires se répétant au fil du temps. Cette nature cyclique de l'histoire suggère qu'à moins de modifier consciemment nos actions ou nos perspectives,
nous risquons de rencontrer les mêmes scénarios à plusieurs reprises. Reconnaissant cela, les stoïciens ont insisté sur l'importance d'apprendre des expériences passées, à la fois personnelles et partagées, comme moyen de croissance personnelle et d'éviter des erreurs répétées. Lorsque vous décidez de donner une seconde chance à quelqu'un, il est crucial de réfléchir aux interactions et aux résultats passés avec cette personne. Y a-t-il eu des modèles de comportement cohérents qui ont causé du tort ou de l'inconfort? Y a-t-il eu des signaux d'alarme ou des panneaux d'avertissement qui ont été ignorés? Réfléchir à ces questions peut fournir des informations précieuses quant à savoir si accorder ou non une seconde chance est une décision prudente. Ne pas répéter les erreurs du passé est essentiel au développement personnel. Ignorer les leçons du passé conduit souvent à tomber dans des pièges familiers et à subir encore et encore les mêmes résultats négatifs. Ce cycle peut être brisé en évaluant de manière critique les expériences passées, en identifiant les erreurs et en décidant consciemment d'aborder différemment des situations similaires à l'avenir. Les mots « être trompé une fois est un malheur »,« être trompé deux fois plus bêtement » résument l'essence de cette leçon. Se laisser tromper ou nuire à plusieurs reprises par la même situation ou la même personne indique une incapacité à apprendre et à grandir à partir des expériences passées. Apprendre du passé implique également de reconnaître les expériences et les résultats positifs, non seulement d'éviter les situations négatives, mais également de comprendre ce qui a bien fonctionné et pourquoi. Cette compréhension peut guider nos choix futurs et nous aider à créer des relations plus satisfaisantes et plus harmonieuses. Être conscient de notre propre croissance et de notre changement est un autre aspect de l'apprentissage du passé. À mesure que nous évoluons, nos perspectives et nos besoins peuvent changer et ce qui était acceptable dans le passé peut ne plus correspondre à nos valeurs et objectifs actuels. Leçon 7. Ne soyez pas esclaves de vos impulsions. La 7e leçon, profondément enracinée dans la philosophie stoïcienne, enseigne l'importance de ne pas être esclave de nos impulsions. Les stoïciens prônèrent fortement la maîtrise de soi et la modération, soulignant que la maîtrise de nos appétits et de nos passions est cruciale pour maintenir la liberté personnelle et atteindre le bonheur. Ils croyaient que succomber à des désirs ou à des vices excessifs conduisait à l'automutilation et affectait négativement les autres, entraînant la perte de la vraie liberté et de la vraie satisfaction. Lorsqu'il s'agit de décider s'il convient de donner une seconde chance à quelqu'un, il est essentiel de faire la différence entre les décisions motivées par des sentiments impulsifs et celles fondées sur une pensée rationnelle. Les désirs, les envies ou les peurs peuvent souvent obscurcir notre jugement et nous amener à prendre des décisions que nous regretterons plus tard. Les stoïciens nous encourageaient à faire une pause et à réfléchir, laissant la raison guider nos choix plutôt que nos désirs éphémères. La déclaration de Sénèque « Nul n'est libre s'il est esclave du corps » souligne l'importance de la maîtrise de soi. Ce concept s'étend au-delà des désirs physiques et inclut le domaine des émotions et des pensées. Être asservi par nos impulsions signifie perdre le contrôle de nos actions et de nos réactions, diminuant ainsi notre capacité à vivre conformément à notre vraie nature et à nos valeurs. Pour éviter d'être gouvernés par des impulsions, nous devons cultiver la conscience de soi et comprendre les déclencheurs qui conduisent à des comportements impulsifs. Cela implique de reconnaître les schémas de nos réactions et de prendre des mesures pour y remédier. Pratiquer l'autodiscipline est un autre aspect clé pour maîtriser nos impulsions. Cela ne signifie pas supprimer nos émotions ou nos désirs, mais plutôt les reconnaître et prendre des décisions conscientes sur la manière de les exprimer et d'agir en conséquence. L'autodiscipline nous permet de faire une pause avant de réagir, de réfléchir aux conséquences de nos actions et de choisir des réponses qui correspondent à nos valeurs et à nos objectifs à long terme.
Développer l'habitude de la réflexion est également crucial pour maîtriser nos impulsions. Prendre régulièrement le temps de réfléchir à nos actions, nos décisions, leurs résultats et nos motivations peut être un outil puissant pour mieux nous comprendre et prendre des décisions plus raisonnées. De plus, les stoïciens soulignent l'importance d'aligner nos actions sur nos valeurs et nos principes. En comprenant clairement ce que nous défendons et ce qui est vraiment important pour nous, nous pouvons prendre les décisions de vie, notamment celle de donner ou non une seconde chance à quelqu'un, avec plus de clarté et de détermination. Leçon 8. N'oubliez pas votre rôle dans le monde. La 8e leçon du stoïcisme nous rappelle l'importance de ne pas oublier notre rôle dans le monde. Les stoïciens croyaient en un ordre cosmique régi par la raison et la providence, où chaque individu a un rôle à jouer selon sa nature et ses capacités. Ce rôle, connu sous le nom de proairesis, représente notre objectif moral ou choix rationnel, nous poussant à découvrir et à embrasser notre propre vocation et à agir en harmonie avec la raison universelle ou le logos. De plus, les stoïciens nous exhortaient à contribuer au bien commun et à coopérer avec les autres en tant que citoyens du monde. Par conséquent, lorsque nous décidons de donner ou non une seconde chance à quelqu'un, nous devons nous rappeler notre rôle dans le monde et faire attention à ne pas agir contre notre nature ou notre raison. Nous ne devons pas nuire à l'ordre ou au logo, ni être égoïstes ou isolés. Comme l'a dit Épictète, quelle est la première tâche de celui qui pratique la philosophie? Se débarrasser de la vanité. Il est essentiel d'éviter l'arrogance et l'ignorance et de se concentrer plutôt sur l'apprentissage, la croissance et l'accomplissement de notre objectif moral. La clé du succès dans la vie est de s'entourer de personnes qui vous inspirent à être la meilleure version de vous-même. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.